Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler d'eau, d'assainissement, de communauté de communes et tout de suite, les quelques brefs de la semaine. Décision très intéressante, importante du Conseil d'État, une ordonnance du 20 septembre 2022. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé est protégé, article 1er, par la Charte de l'environnement. Le Conseil d'État vient de l'ériger en liberté fondamentale, ce qui, en plus des référés suspension ou référés mesure outil expertise, peut donner lieu maintenant donc à l'usage de référés liberté pour ce droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Environnement toujours, décision intéressante du 15 septembre 2022 sur la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Donc cette preuve de dépôt électronique se substitue à l'ancien récépissé, on applique les mêmes règles, le juge nous dit à quel moment le préfet doit délivrer cette preuve de dépôt et de trois autres éléments de régime contentieux. En matière pénale, là les choses sont plus complexes. La Cour de justice de l'Union européenne, le 20 septembre 2022, a réaffirmé sa position qui était déjà fortement exposée le 5 avril 2022 sur le fait que c'est dans des conditions plus strictes que le droit français que l'on peut conserver des données pour la recherche d'infractions en matière de communication électronique, c'est les fadettes de téléphone, etc. La Cour de cassation, d'ailleurs, s'est déjà alignée sur cette position depuis le 12 juillet 2022. Reste à savoir si le Conseil d'État ira à ce diapason-là. Il n'a pas encore franchi ce pas. Pénal toujours concernant les agents, et en réalité les élus aussi, l'Agence française anticorruption a remis un document très intéressant, un guide pratique, gratuit, sur les risques d'atteinte à la probité quand on reçoit des cadeaux ou des invitations. Et puis la DGAFP a publié le chiffre de l'indice de traitement brut pour les agents de la fonction publique de l'État. En matière d'expropriation, la Cour de cassation a rendu une décision intéressante qui nous pose qu'un commerçant exproprié doit être indemnisé sans coefficient de vétusté sur ses locaux. En matière de sécurité, les gardes champêtres ont enfin le droit à titre expérimental à un régime de caméras individuelles. Et puis une nouvelle importante. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, cet avis non contentieux, consultatif, du Conseil d'État sur ce que l'on peut faire ou pas en matière d'avenantabilité des contrats, d'indemnité d'imprévision et autres applications de réévaluation des prix dans ce cadre d'inflation qui touche un grand nombre de produits, notamment liés à l'énergie. Le Conseil d'État a rendu cet avis, voici les références, un avis plutôt souple, ce qui est repris, décortiqué, commenté par une note assez complète de la DAJ de Bercy, dont voici également les références. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons maintenant à notre grand dossier, eau et assainissement, les communautés de communes dans les starting blocks. Les communautés de communes et d'agglomération, après les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, vont en effet intercommunaliser les compétences eau et assainissement, mais sans obligation pour leur cas de prendre la compétence sur les eaux pluviales urbaines. Ce calendrier a été affiné et légèrement complété par la loi 3DS, mais pour l'essentiel, le Sénat a échoué à supprimer la date limite du 1er janvier 2026 pour cette intercommunalisation dans les communautés de communes, donc pour l'eau et l'assainissement. En revanche, le texte a fait quelques ajustements sur les syndicats, les conventions, là par exemple sur l'équilibre des services, voici un petit tableau qui s'affiche, et les débats qu'il faut faire avant cette intercommunalisation, les modalités qui peuvent être actées dans une convention, quelques spécificités sur les syndicats d'eau infracommunautaires ou les adhésions à des syndicats mixtes. Sur tout ceci, des questions, une seule question en fait, la même posée à 3 intervenants. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Yann, commençons par toi. Quels sont tes conseils à la veille de cette course à la prise de compétences pour les communautés de communes? D'abord, il ne faut pas négliger l'état des lieux. Il est important de bien identifier les contrats en place, le personnel, les syndicats, évidemment, les modes de gestion, aussi bien syndicaux qu'au niveau des communes. Et de comprendre aussi, est-ce qu'il y a des apports d'eau extérieurs, est-ce qu'il y a des particularités ici ou là.
Pour autant, il ne faut pas non plus surdimensionner l'état des lieux. On a vu beaucoup d'études où il y avait 6 mois d'études techniques pour faire un diagnostic de chaque mètre linéaire de canalisation. J'exagère à peine. Ça ne sert à rien. C'est utile, à terme c'est utile de connaître son patrimoine. Mais en réalité, en rentrant dans certains micro-détails, on peut se retrouver dans des situations où on va identifier que des crispations. Parce que le grand classique après derrière, c'est du coup les élus qui se comparent entre eux en disant « Oui mais toi t'as pas investi, toi t'as pas fait ceci, toi t'as fait cela, oui mais moi l'eau elle est pas chère, oui mais en réalité l'eau chez toi elle est pas chère parce qu'en réalité tu subventionnes par le budget général ». Ces éléments-là on doit les connaître, mais il ne faut pas qu'ils deviennent le cœur de l'étude. L'étude consiste à avoir un état des lieux stratégique, c'est-à-dire juste ce qu'il faut comme information pour pouvoir engager une réflexion posée et déceler les opportunités. C'est quoi les échéances des contrats? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une date pivot qui nous permet de pouvoir, de 10 contrats, partir sur un seul contrat unique? Est-ce qu'à un moment donné, on atteint une taille critique qui nous permet d'envisager un basculement de mode de gestion? Voilà, ça ce sont les sujets intéressants. Et ça permet en plus aux élus de se projeter sur c'est quoi le niveau de service qu'on attend sur le territoire. Après, il est important aussi de se saisir d'autres opportunités qui sont les outils juridiques. Le législateur nous a apporté beaucoup d'outils qui sont intéressants. Les conventions, la possibilité de rationaliser les périmètres avec des fusions de syndicats, ou parfois même de sortir des syndicats, mais on peut même aussi parfois maintenir des syndicats infra pour leur confier la gestion. Il est important de s'approprier tous ces outils-là pour pouvoir ensuite voir comment on joue avec. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'ouvrir la boîte à outils, voir quels sont les mécanismes avec lesquels on peut jouer, et on voit ce qui peut marcher sur notre territoire. Un des pièges est d'essayer d'avoir une vision unique du territoire. Évidemment, il ne faut pas avoir une vision morcelée. Mais peut-être que la réalité du territoire suppose qu'on accepte un territoire syndical et un territoire où j'ai une gestion directe par la communauté. Ou peut-être qu'au contraire, ce serait tellement émietté qu'il faut plutôt s'appuyer sur des regroupements de syndicats ou des éventuelles sorties. Tout est possible. Il faut les évaluer les rapports de force qui permettent de voir la crédibilité aussi de tel ou tel scénario. De même, même si on doit aboutir vers un scénario de service homogène autant que possible, ce ne sont pas des tabous que de jouer sur les zonages tarifaires. Les textes en plus ont été renforcés là-dessus. Ce n'est pas un tabou non plus que d'essayer de dire là, j'ai un niveau de service comme ça sur tel secteur, là ici sur un secteur plus urbain, j'adapte un peu différemment le service, et ainsi de suite. Il est important aussi, dernier point, de bien travailler avec les services de l'État et les services partenaires. Notamment si demain vous avez recours à des conventions, il peut y avoir des différences d'approche, des sensibilités différentes en fonction des interlocuteurs. Il est important du coup de bâtir le scénario et de confronter la faisabilité par exemple d'une convention avec les services de l'État. Mais il est aussi important là aussi de déceler les opportunités avec les partenaires comme l'agence de l'eau. Il est inutile d'aller sur un conventionnement par exemple avec une commune pour lui rendre la gestion d'un service si en réalité on a des problèmes de qualité d'eau, si en réalité on n'aura plus de subventions parce qu'en fait on veut désormais des portages à une échelle supra, donc à l'échelle communautaire. Dans ces cas, il faut adapter notre projet. Et David Nicolas, quels sont tes conseils? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'anticipation. On est face à des services sensibles, l'assainissement, puis surtout on est face à un transfert dont il faut bien reconnaître que dans beaucoup de territoires, il va se dérouler dans un contexte très tendu. Donc anticiper, c'est évidemment face à ça, à mon avis, une préoccupation transversale indispensable. Après, plus spécifiquement, je vois 3 points d'intention à 3 moments de toute la démarche. Le premier point d'intention, c'est vraiment très en amont, c'est la préparation des études de transfert. Généralement, elles se fondent sur un cahier des charges agence de l'eau qui a été rédigé peut-être en 2016-2017 et à l'expérience, il ne se révèle pas très bien adapté et puis en tout cas très théorique. Donc, il faut vraiment travailler ce cahier des charges pour bien le faire coller aux préoccupations du territoire pour s'assurer qu'on aura des réponses aux vrais sujets du territoire, qu'on ne va pas étudier des choses inutiles et qu'on va avoir aussi des livrables opérationnels, pas simplement des rapports qui s'empilent. Deuxième préoccupation, à mon avis, deuxième point d'attention, c'est sur la phase de préparation du transfert, toute la démarche dans laquelle il faut, je pense, associer le plus tôt possible les communes et leurs agents. Il ne faut pas que ce soit une étude portée par la Comcom et on va voir les gens, mais c'est tout. Il faut vraiment les impliquer. C'est eux qui aujourd'hui font tourner les services partout sur le territoire. C'est eux qui ont la connaissance, l'expertise, le contact avec les usagers, etc.
Donc, il faut écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à proposer pour le service. Il faut évidemment entendre leurs inquiétudes parce que souvent elles sont là et elles sont bien réelles et bien légitimes, hein. Mais aussi tout ce qu'ils ont à proposer pour contribuer à l'élaboration du futur service communautaire. Donc, je pense que voilà, il faut organiser des groupes de travail thématiques très tôt. Il faut peut-être faire des visites dans des territoires voisins qui ont déjà transféré, etc. Et puis, troisième point d'intention, c'est plutôt dans la phase aval, la mise en œuvre du transfert. Pendant toute cette démarche, on a un horizon qui est le 1er janvier, date du transfert. En fait, ça, c'est simplement la fin de la première mi-temps, cette échéance-là. Après, c'est un peu comme dans un marathon, hein, c'est sur la deuxième moitié qu'on rentre dans le dur. Et là, on va devoir se confronter au réel, qui est le réel d'un service d'eau et d'assainissement, donc qui est quand même souvent fait d'imprévus, hein. La casse qui va tomber le 2 janvier, il faut l'avoir à l'esprit quand même. Mais on est en plus, au-delà de ces préoccupations-là, dans un contexte très particulier de mise en œuvre d'un transfert et qui, là aussi, est porteuse de masse d'imprévus parce que malgré la qualité des études, on n'aura jamais tout prévu. Et puis, il va y avoir des choses dès le départ qui ne vont pas se passer comme on l'avait envisagé. On va avoir des communes qui vont refuser de transférer du personnel ou des agents. On va découvrir de la situation financière de certaines communes qui n'est pas du tout celle qu'on avait évaluée auparavant. Peut-être que la RS ou la DDT vont envoyer une mise en demeure dès le courant premier mois de janvier, alors que bon, le dossier est couvé depuis longtemps. Voilà, des choses comme ça font que le transfert, il va peut-être falloir 3 ans, parfois 4 ans pour qu'il soit digéré et qu'on ait une gestion où on lève la tête du guidon et on fonctionne en routine, on va dire. Donc, je ne dis pas ça pour faire peur, mais simplement, il faut avoir à l'esprit cette préoccupation-là. Et puis, c'est quand même ce qu'on constate aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand les transferts on est passé justement à cette phase-là, qu'on regarde derrière, on constate que c'est quand même toujours des grandes aventures collectives et humaines sur un territoire. Et donc, ça en vaut vraiment la peine aussi pour ça. Donc, ça, c'est quand même assez encourageant. Last but not least, Stéphane, tes conseils à toi. Mes conseils pour que les communautés se saisissent, communautés de communes se saisissent de cette question importante qu'est la prise de compétences communautaires, c'est d'abord de bien anticiper le sujet, c'est-à-dire de ne pas attendre 2025 ou 2026 pour pouvoir appréhender, réfléchir aux conditions de prise de compétences, sachant que la mise en œuvre en tant que telle de la prise de compétences dure au moins 1 an, donc il faut faire tout le travail préalable de réflexion et de concertation entre élus, donc bien anticiper le sujet, sachant que cette phase préparatoire d'expérience, on voit qu'elle est extrêmement fructueuse pour les élus, qu'ils soient communaux, de syndicats ou communautaires, parce que c'est la phase durant laquelle va se construire une vision du service communautaire, la manière dont le service doit être géré. Et donc, c'est une phase pour laquelle le consensus va peut-être réussir à se construire, sachant qu'on sait qu'il y a des sujets un peu crispants toujours dans cette prise de compétences. Et c'est notamment le sujet du triptyque tarifs, excédent budgétaire et travaux à réaliser. Et donc, il faut, pendant la phase préparatoire, la phase d'étude, eh bien, être en mesure de savoir comprendre la situation dans laquelle sont les autorités organisatrices et bien faire le lien entre les niveaux de tarifs, les niveaux de travaux nécessaires et la situation financière, notamment réelle, de chacune des collectivités. Alors, ce qui veut dire par ailleurs que c'est un sujet préparatoire qui est complexe, qui nécessite eh bien que l'ensemble des expertises soient mobilisées à la fois techniques, juridiques et financières. Donc, nous, on plaide pour que ce soit des groupements d'AMO pluridisciplinaires, hein, qui puissent se saisir de ces sujets. Voilà, par ailleurs, durant cette phase préparatoire, il y a nécessité, de notre point de vue, hein, de créer, de faire des ateliers de discussion avec les élus pour définir des niveaux de service, les niveaux de service cibles communautaires. Dernière préconisation, et j'en terminerai par là, notamment dans la manière de rédiger les dossiers de consultation pour se faire accompagner par une mot sur ce sujet préparatoire, c'est d'éviter d'incorporer dans le marché des phases de mise en œuvre qui soient au forfait,
C'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment dans les dossiers de consultation et qui est précisément inchiffrable pour des cabinets de conseil parce que les modalités de mise en œuvre en fait sont extrêmement différentes en fonction des choix qui sont faits par la collectivité. Voilà en quelques mots. Bien, merci à tous les trois. Au revoir. Merci. Au revoir, À bientôt. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.